Ok, alors on reprend. C'est donc, comme je disais, il y a beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Donc, et il faut qu'on fasse des exos aussi avec. Alors, on a vu on a à peu près bouclé l'électromagnétisme indépendant du temps, magnétostatique et électrostatique. On va juste rappeler les équations générales. Il faut qu'on traite les dipôles qui relèvent aussi de l'électrostatique, enfin de la magnétostatique. Disons, les expressions, on va les obtenir en statique, enfin, il n'y a pas d'incidence. Il faut qu'on traite les conducteurs et donc les condensateurs. Le fait qu'un conducteur est équipotentiel et les conséquences que ça peut avoir. L'induction, ça c'est vraiment un chapitre majeur. L'énergie, c'est important de le comprendre, même si on a plusieurs fois déjà mentionné des aspects énergétiques pour l'électromagnétisme. Et puis les ondes électromagnétiques. Donc, et puis donc les exos, comme je disais. Alors, je vous propose déjà de résumer vite fait ce qu'on a vu l'année dernière maintenant sur l'électromagnétisme. Donc, il y a le champ, alors en statique, il y a le champ E et le champ B, et donc il y a une espèce de symétrie, enfin en tout cas d'analogie entre l'un et l'autre. Donc pour E, vous vous souvenez que le champ E créé par une charge, ça c'est le champ de Coulomb, Q sur 4 pi epsilon 0, U sur R2, alors je vais noter le champ créé en M par une charge Q au point M, par une charge Q au point P, c'est écrit comme ça, donc ça vous vous en souvenez. Et en fait, ça nous donne... ah oui, non, je crois que c'est l'autre... Ce tableau, il n'est pas cadré, hein, je crois. Non. Ouais, c'est ces deux-là, ok. Bon, soit. Alors, donc, il faut pas que j'écrive là-bas. Du coup... si on a une distribution de charge, on a donc somme triple de ρ des taux. Hein, on remplace la charge par la charge dans le volume des taux, puis on intègre sur tout le volume, sur 4 pi epsilon 0 Pm sur PMQ. Donc un champ qui décroît en 1 sur R2. Et de ça, on avait tiré le théorème de Gauss, avait démontré, qui nous dit que le flux de E à travers une surface fermée, c'est Q intérieur sur epsilon 0. Il suffit de faire le calcul. Enfin, on avait montré ça à partir d'une charge et puis en intégrant sur toutes les charges. Et ça, on peut encore l'écrire, somme triple de ρ des taux à l'intérieur du volume, c'est ça qu'on entend par charge intérieure, c'est toute la charge qu'il y a à l'intérieur du volume V, délimitée par sigma, voilà, sur epsilon 0. Donc ça, c'est le volume V inséré par sigma, sigma étant une surface fermée, et il faut préciser ici qu'il s'agit du flux sortant, hein, puisque l'élément de surface peut être orienté dans un sens ou dans l'autre. Et puis, on avait vu le théorème de Green-Ostrogradsky. Je suis content qu'on arrive à qui dit que la somme, enfin, le flux sortant d'une surface fermée, c'est égal à l'intégrale sur tout le volume intérieur de la divergence du vecteur en question. Donc ça, c'est somme triple de divergence de E des taux sur le volume intérieur à sigma. Et donc, en voyant que ça, du coup, est égal à ça pour n'importe quel volume, on en déduit que div de E égale ρ sur epsilon 0. Ça, c'était la première équation de Maxwell, enfin, la première, la deuxième ou la troisième ou la quatrième, il y en a 4, dans l'ordre que vous voulez. Donc, on a le champ E, et donc ça, c'est la forme intégrale des lois de l'électromagnétisme, si vous voulez. Le flux sortant est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Donc ça, c'est le théorème de Gauss. Et équivalent à ça, il y a l'équation locale. Et puis, il y a l'autre intégrale de E, en plus du flux sortant, il y a la circulation le long d'une courbe fermée, orientée, je mets une flèche ici,
qui est égal, alors comme E, il suffit de regarder là pour voir que E dérive d'un potentiel. Alors en fait, je vais peut-être écrire d'abord le potentiel, bon, l'un ou l'autre. Donc on voit que E électrostatique dérive d'un potentiel, c'est-à-dire c'est moins gradient de V, avec V qui est égal à, donc pour une charge ponctuelle, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R, et donc pour une distribution de charge, c'est la somme sur toutes les charges, donc ρ des taux sur 4pi epsilon 0 PM, norme de PM. Ça c'est le potentiel en M créé par une distribution de charge. P c'est le point où est centré D. Donc VE égale moins gradient de V, par conséquent l'intégrale sur une surface, sur une courbe fermée de E scalaire dx, qui s'appelle la circulation de E le long de la courbe, est égale à, alors ça évidemment c'est somme de moins gradient de V scalaire dl, et donc par définition c'est moins somme de dv, et donc c'est V à l'arrivée moins V au départ, et comme c'est une surface fermée, ça fait 0. Donc on a le flux de E qui vaut Q intérieur sur epsilon 0, la circulation de E qui vaut 0, et ça, par le théorème cette fois de Stokes-Ampère, la circulation d'un champ de vecteur, c'est égal au flux à travers une surface s'appuyant sur la courbe fermée et orienté en conformité avec elle, c'est égal au flux de son rotationnel. Vous vous souvenez de ça? Dites-moi oui. Oui. Merci. Donc c'est égal à... Qu'est-ce que je dis? Oui, d'accord. Et donc ça veut dire que le flux du rotationnel de E à travers n'importe quelle surface est égal à 0, donc le rotationnel de E est égal à 0 tout le temps, partout. En statique. Voilà, donc on a tout. On a l'expression de E à partir des charges, ce sont les charges électriques qui créent le champ E. On voit que E dérive d'un potentiel, et donc on a l'expression du potentiel aussi en fonction de la distribution de charge. Et on a les équations de Maxwell sous forme intégrale. Flux de E vaut Q sur epsilon 0, c'est le théorème de Gauss. Circulation de E vaut 0. Ou sous forme locale, mais c'est équivalent. Div de E égale ρ sur epsilon 0, et ρ de E égale 0. Étant entendu que si vous avez ces équations-là, les équations locales, peut être déduite la forme du champ E généré par une distribution de charge. C'est-à-dire, on l'a fait dans l'autre sens parce qu'on est parti de la loi de Coulomb, et on a déduit tout le reste, mais en fait, à partir de ça, vous pouvez redéduire la forme du champ E. Autrement dit, ces équations suffisent à déterminer... donc voici les équations locales de l'électromagnétisme. OK? Je vais peut-être me mettre sur ce tableau-là quand même. On va recadrer. Vous pouvez recadrer pour ça. Donc, je vais mettre en parallèle B statique. Alors, à la différence du cas électrique, il n'y a pas de monopôle magnétique, donc il n'y a pas de charge ponctuelle magnétique qui générerait un champ B directement, mais il y a l'équivalent de cette expression-là qui donne le champ E créé par une distribution de charge. Eh bien, on a le champ B créé par une distribution de courant. Alors, on l'a vu au début sous la forme Biot-Savart avec des courants filiformes, mais on peut le réécrire avec des courants distribués en volume, ce qui est encore plus général. On avait vu ça aussi. Donc, on a somme triple. Alors, au lieu de ρ des taux, ça va être J des taux, J étant le vecteur densité de courant, ρV.
Alors, c'est plus 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est mu 0 sur 4 pi, qu'à cela ne tienne. Et puis, c'est de la même façon, PM... alors vectoriel, PM sur PM cube. Donc, c'est toujours en 1 sur R2. Mais vous voyez qu'il y a ce produit vectoriel qui fait du vecteur B un vecteur axial. Vous vous souvenez de ça? Ça c'est en surface. Donc ça, c'est l'intégrale sur le volume partout où il y a des courants J. Alors évidemment, si on a des circuits filiformes, c'est-à-dire des courants qu'on peut considérer comme à une dimension, le J des taux est à remplacer par un I dl le long du fil. Oui, excusez-moi, juste là, j'arrive pas bien à voir ce que vous avez écrit du coup, tout en bas du tableau, à gauche. Ouais. Donc, juste avant encore. C'est sur une seule ligne, il y a circulation. Non, circulation, c'est juste ce que vous avez entouré. Ouais, ça c'est la circulation, voilà, qui est égale donc, puisque au moins gradient de V ça fait ça, et gradient de V scalaire dl, par définition du gradient, c'est dV. Donc quand on l'intègre sur une courbe fermée, on revient au point de départ, donc il n'y a pas eu de variation de V. Donc c'est égal à 0. Par ailleurs, le théorème de Stokes-Ampère, théorème de Stokes, nous dit que, quel que soit le champ de vecteur, donc en particulier pour le vecteur E, la circulation du champ de vecteur le long d'une courbe fermée, c'est égal au flux du rotationnel de ce champ de vecteur à travers une surface S. D'accord. Voilà. Donc, la circulation de E égale 0, c'est exactement pareil que dire le rotationnel, la somme le flux du rotationnel de E est égal à 0, et ceci à travers toute surface, donc le rotationnel de E égale à 0. Toujours en toutes circonstances, enfin, statique, bien sûr. Merci. Ok. Donc ça, c'est, je vais le mettre en vert aussi, c'est l'équivalent de l'expression qui donne E à partir des charges. Ça, c'est l'expression qui donne B à partir des courants. Et ça, c'est la loi de Biot et Savart en version 3D. En version 1D, on fait ce remplacement-là. Très bien. Donc ça, c'est Coulomb. Ça, c'est Biot et Savart. Je ne l'écris pas. Et puis, on a vu également les formes intégrales pour ce champ. On a vu d'abord que le flux, si je reprends dans le même ordre, le flux de B à travers une surface fermée quelconque était égal à 0. On dit que B est un flux conservatif. Conservatif, oui, ça. Et donc ça, en vertu du même théorème de Green-Ostrogatsky, Green-Ostrogatsky, l'intégrale, enfin le flux à travers la surface fermée, c'est égal à l'intégrale de la divergence. Et donc, on a somme triple de la divergence de B qui est égale à 0, enfin fois des taux, sur n'importe quel volume, donc div de B égale 0. Donc ça, c'est une première équation locale, associée au fait que le flux de B est conservatif. Et puis l'autre, eh bien, c'est la circulation de B le long d'une courbe fermée, orientée. Et ça, on a vu, alors parce qu'on avait calculé le champ B créé par un fil infini, et puis on avait généralisé, etc., on avait obtenu que ça, c'est égal à mu0 fois le courant I qui traverse une surface sigma. Et alors, dans quel sens? Eh bien, dans le sens orienté en conformité avec l'orientation de la courbe de la courbe le long de laquelle on calcule la circulation. Voilà. Et en fait, le courant à travers une surface, c'est le flux de J à travers la surface en question. Donc ça, c'est le flux à travers sigma de mu0 J scalaire ds. Hein, vous vous souvenez que le courant, c'est le flux du vecteur densité de courant. Et donc, en appliquant donc ça, c'est l'autre relation en bleu. Ça. Alors ça s'appelle le théorème d'Ampère.
la circulation de B le long d'une courbe, c'est mu0 fois le courant qui traverse la surface qui s'appuie sur la courbe, avec des orientations qui vont bien. En appliquant maintenant le théorème de Stokes-Ampère, qui dit que la circulation de B, ce n'est rien d'autre que le flux du rotationnel de B, on voit que le flux du rotationnel de B est égal au flux de mu0j à travers n'importe quelle surface, et donc le rotationnel de B est égal à mu0j. Ok. Monsieur, Oui. je suis désolée, je vais revenir plutôt sur le premier tableau. Ouais. J'ai du mal à comprendre comment est-ce que vous trouvez que le rotationnel de E est nul. Parce que le flux du rotationnel de E, c'est la circulation de E. Ouais, ça va. C'est la suite qui... Et la circulation de E vaut 0. Pourquoi? Parce que E, c'est moins gradient de V. E dérive du potentiel V. Et donc, vous vous rappelez la définition du gradient. Le gradient d'une fonction f est tel que gradient scalaire de déplacement égale df. Vous vous rappelez de ça? Vous me rappelez. D'accord. Alors ça, c'est la définition du gradient. Ça, c'est vraiment important. Si vous voulez, en termes de composantes, vous avez la différentielle d'une fonction f qui dépend de x, y, z, qui est égale à df sur dx, dx, plus df sur dy, dy, plus dz sur dz, dz. D'accord? Et ça, vous voyez que c'est effectivement grade de f, c'est-à-dire scalaire dr. Hein, df sur dx, df sur dy, scalaire. Okay. Merci. Voilà. Mais retenez bien cette relation-là, ça c'est vraiment capital. Et ça vous montre aussi tout de suite que les surfaces équipotentielles, c'est-à-dire f égale constante, vous voyez que si vous vous déplacez le long d'une surface où f est constant, c'est-à-dire pour laquelle df égale 0, eh bien, vous avez grade de f qui est scalaire de déplacement le long de cette surface qui est nul, et donc ça veut dire que le gradient de f est orthogonal à la surface. Le gradient d'une fonction est orthogonal aux surfaces équi la fonction. Ok, donc voilà, résumé, l'électromagnétisme statique. E est produit par les charges, enfin, les distributions de charges créent un champ E, les distributions de courant créent un champ B, et on a des relations fondamentales, soit sous forme intégrale, le flux de vaut Q sur epsilon 0, théorème de Gauss, et la circulation de, à chaque fois sur un truc fermé, est égale à 0. À l'inverse, si on peut dire, c'est le flux de B qui est égal à 0, et la circulation de B qui vaut mu0 fois le courant. Ça c'est le théorème d'Ampère, et en version locale, div 2 égale ρ sur epsilon 0, ρ 2 égale 0, et à l'inverse encore entre guillemets, div de B égale 0 et ρ de B égale mu 0. Ah, et donc l'autre point c'était E égale moins gradient de V, je vais peut-être vous écrire en toutes lettres ici, gradient, je sais pas. Et il y a également l'équivalent ici, donc E égale moins gradient de V, c'est lié à ρ de E égale 0. Vous vous rappelez le théorème de Poincaré qui dit que... Alors évidemment, si E est égal à un gradient, le rotationnel d'un gradient c'est toujours nul, puisque rotationnel de gradient d'une fonction f quelconque, vous voyez, si vous regardez les composantes, que vous avez un vecteur vectoriel, le même vecteur, évidemment ça fait 0. Du vectoriel entre deux vecteurs parallèles, ça fait 0. Si vous regardez les composantes, on a le droit de considérer ça comme des vecteurs, même si c'est des vecteurs d'opérateurs, mais bref. Donc, une fonction qui est le gradient de quelque chose, son rotationnel est toujours nul, mais inversement, c'est ça le théorème de Poincaré, si le rotationnel est nul, alors il existe une fonction dans le champ vecteur et le gradient. De la même façon, côté B, la divergence de B égale 0, et donc il existe un potentiel, vecteur cette fois, tel que
B égale rotationnel de A. Évidemment, la divergence d'un rotationnel, c'est toujours nul, parce que si vous faites nabla scalaire, nabla vectoriel B, enfin vectoriel n'importe quel vecteur, n'importe quel champ de vecteur, ça fait 0. Donc divergence d'un rotationnel, c'est égal à 0, parce que ça, si vous voulez, c'est un vecteur qui est orthogonal à nabla, puis après vous faites produit scalaire avec nabla. Donc ça fait 0. Donc il est évident que la divergence d'un rotationnel, c'est toujours nul, mais le théorème de Poincaré nous dit que c'est vrai dans l'autre sens. La réciproque est vraie, c'est-à-dire si vous avez un champ dont la divergence est nulle, alors c'est le rotationnel de quelque chose. Et donc c'est tout ce qu'on dit là. Puisque div de b égale 0, ça c'est une équation fondamentale de la nature, alors il existe un certain champ vectoriel qu'on appelle potentiel vecteur. On devrait l'appeler potentiel vecteur magnétique, si vous voulez, ou potentiel magnétique. Même que lui, c'est le potentiel électrostatique. Donc ça, c'est le potentiel vecteur. Il existe donc un potentiel vecteur dont B est le rotationnel. Et on peut écrire, de même qu'on a écrit ici V comme une somme. J'ai plus d'autres couleurs cette fois, je suis bloqué, mais je vais le faire comme ça. On a écrit V à partir de la distribution de charge. On peut écrire A à partir de la distribution de courant. V égale, par analogie, disons, pour s'en souvenir, l'analogie fonctionne bien, c'est somme de J d'étau. Alors c'est plus mu0 sur 4pi, c'est 4pi sur epsilon 0, c'est mu0 sur 4pi, et c'est aussi divisé par, ça décroît en 1 sur R, divisé par 4. Ouais. Je suis désolé, c'est à nouveau la notation là. Les deux traits, ça veut dire ce qu'il y a au-dessus. Oui, ça égale ça. Ça égale ça par le théorème de... C'est ça que vous vouliez dire? D'accord, c'est un égal encore une fois. Oui. Ouais, merci. Par le théorème de Stokes-Ampère. Ok. Alors, je dis V s'écrit comme ça et A s'écrit comme ça, mais il y a une subtilité, c'est qu'en fait, on a une liberté pour choisir V et pour choisir A, qui s'appelle la liberté de jauge, dont vous avez dû entendre parler. Donc je vais écrire ça comme ça, liberté de jauge. Donc ça c'est vrai dans une certaine jauge, en l'occurrence là, il me semble la jauge de Coulomb, oui forcément, parce que là on a la div de A égale 0. Alors j'y viens tout de suite. Donc V, le potentiel électrostatique, est tel que E égale moins gradient de V, et A est tel que B égale rotationnel de A. Bien. Jauge, ça veut dire symétrique, c'est ça? Alors non, jauge, ça veut dire... je sais pas pourquoi ça s'appelle jauge. Jauge, ça veut dire un choix particulier de V et de A qui conviennent. Alors, qui conviennent, c'est-à-dire qui rendent compte des phénomènes physiques observés, c'est-à-dire qui donnent le bon champ E et le bon champ B. Et le point clé est là, c'est que par exemple, si à V, vous ajoutez une fonction V0, si vous faites un V' qui vaut V plus V0, alors le gradient de V', il est encore égal, enfin moins gradient de V', ça fait encore E, puisque gradient d'une constante, enfin V0 constante, c'est encore égal à 0. Je vais l'écrire explicitement là. Si V' égale V plus V0, alors on a aussi E égale
moins gradient de V'. C'est comme pour l'énergie potentielle. Vous savez qu'elle est définie à une constante près. Pourquoi elle est définie à une constante près? Parce qu'en fait, l'énergie potentielle n'intervient en mécanique que par la force qui en dérive. F égale moins gradient de l'énergie potentielle. Si vous ajoutez une constante à l'énergie potentielle, ça ne va pas changer la force. Donc, quand on dit l'énergie potentielle, c'est temps, c'est par exemple l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz. Le z, c'est par rapport à où? Par rapport à n'importe où, puisque si je change l'origine, je vais juste changer l'énergie potentielle mgz par une constante. Et ajouter une constante ne va pas changer la force. Enfin, ajouter une constante à l'énergie potentielle ne va pas changer la force. De la même façon, ici, ajouter une constante au potentiel, ça ne change pas le champ E. Donc, quand je dis le potentiel électrostatique, il s'écrit comme ça, c'est si je prends ça, ça marche. Mais si je prends ça plus 22 de l'unité du potentiel électrostatique, ça marche aussi. Ou plus racine de pi sur 12. D'accord. Ouais. Je suis désolé, du coup, ma question c'était qu'est-ce que ça veut dire jauge? Alors justement, tu viens. Donc la jauge, c'est un choix particulier de V, sachant qu'on a une liberté pour V, et la liberté pour V, elle est assez réduite. Je peux prendre V plus n'importe quelle constante. Parce qu'il faut que... Je peux prendre n'importe quel V', tel que grade de V' égale grade de V. C'est la référence, du coup? Alors, en l'occurrence, là, oui, du coup, choisir la jauge, ça revient à choisir l'origine l'endroit où le potentiel vaut 0. Mais pour le champ B, on a une liberté en fait beaucoup plus grande. Si je prends un A' tel que ρ de A' est égal à ρ de A, je vais toujours avoir donc B égale ρ de A', et ça marchera tout aussi bien. Quelle est la liberté que j'ai? Ce qu'il faut, c'est que le rotationnel de A' soit à nouveau égal à B, et donc il faut que le rotationnel de A' soit égal au rotationnel de A. Donc je vais commencer ma phrase un peu bizarrement. Si A' est tel que ρ de A' égale B, c'est bon. C'est-à-dire que le A', il convient encore. Donc quelle est ma liberté sur A'? Je veux simplement pouvoir dire que ρ de A' égale ρ de A. C'est-à-dire que ρ de A' moins A, ça doit être égal à 0. Vecteur. Et donc il faut que A' moins A, en vertu du théorème de Poincaré que je viens de rappeler, ça doit être égal au gradient de quelque chose. Mais en fait au gradient de n'importe quoi. Donc il faut qu'il existe f tel que A' moins A égale gradient de f. Autrement dit, si A convient, si le potentiel vecteur A convient, alors A plus gradient de f convient aussi, quel que soit f. Et f, c'est une fonction de la position. Donc c'est une liberté colossale en fait. Vous pouvez prendre n'importe quelle fonction f, une fonction de l'espace, donc un champ scalaire, qui a une certaine valeur. Alors il faut juste qu'il soit évidemment continu et dérivable, sinon vous ne pouvez pas prendre son gradient. Enfin, vous prenez n'importe quelle fonction qui a un gradient, et il y en a une infinité vaste, d'accord? Si vous avez un certain vecteur A qui convient, un potentiel vecteur A qui convient, vous lui ajoutez n'importe quelle fonction de l'espace, donc en chaque point un truc spécial, et bien le nouveau potentiel vecteur, A plus gradient de f, il convient encore. Et donc c'est ça la liberté de jauge. Donc ce qu'on appelle choisir une jauge,
ça veut dire choisir un certain V et un certain A qui conviennent. C'est-à-dire, tel que E égale moins gradient de V et B égale rotationnel de A. Parce qu'en vrai, les seules choses physiques, c'est le champ E et le champ B. Rote de grade, c'est toujours égal à 0. Rote de grade, c'est toujours égal à 0, c'est ce que j'ai rappelé ici. Rotationnel de grade. Parce que le gradient, si vous voulez, c'est un vecteur qui est proportionnel à... qui est dans la direction de nabla. Donc si vous faites nabla, scalaire nabla, c'est une façon de parler, mais si vous regardez les composantes, ça devient évident. De la même façon qu'un vecteur vectoriel lui-même, ou un multiple de lui-même, ça fait toujours 0, de la même façon, le rotationnel d'un gradient, ça fait toujours 0. Voilà. Donc maintenant, je réponds à votre question. Qu'est-ce que c'est qu'une jauge? Une jauge, c'est une prescription particulière sur A et V, un choix particulier d'un A et d'un V qui redonne les champs qui sont les champs physiques. Pourquoi c'est ça qui est important, les champs physiques? Parce que, je vous rappelle, l'expression de la force suivie par une charge Q, c'est QE plus V vectoriel V. Si vous changez A et V sans changer E et B, ce sera la même force. Donc, la particule ne sait pas qu'il existe un champ A, un potentiel vecteur A et un potentiel scalaire V qui existe. La particule voit un champ E et un champ B. Si ce champ E et ce champ B sont fabriqués autrement dans une expression mathématique que nous on a choisie avec un grade ou un rod ici, ça ne change rien. Donc la seule chose, oui, allez-y. En fait, à chaque fois que je l'ai vu, Ouais. Enfin, on s'en sert. Je veux dire, d'un point de vue théorique, pourquoi pas. Mais. Alors, oui, alors on s'en sert par exemple, pour écrire ça, il faut avoir choisi une jauge. Ça, c'est un choix de jauge. D'accord? Parce que si je pourrais dire que c'est ça plus le gradient de n'importe quoi. Et donc, si je vous dis, si je vous demande de calculer le potentiel vecteur pour une certaine distribution de courant, je suis obligé de vous dire dans une certaine jauge particulière. Parce que sinon, un autre potentiel vecteur pourrait convenir aussi. Mais votre question, c'est OK, so what? En gros, c'est ça votre question. Alors, le truc, c'est que ça a des implications profondes, mais qu'on ne voit pas spécialement au niveau de l'électromagnétisme qu'on fait en licence, je dirais. Donc, ça a des implications profondes, parce que à cette invariance de jauge est liée la conservation de la charge, par exemple. C'est quelque chose de très fondamental, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on fait explicitement dans le cours d'électromagnétisme, disons, au premier niveau, je dirais. Ouais. À part justement savoir et me dire au propos du CAPES que le champ E dépend d'un dérive d'un potentiel scalaire, d'un potentiel scalaire, excusez-moi, Ouais. et que B est d'un potentiel vecteur. Ouais. Est-ce qu'au niveau CAPES, il faudra le redémontrer ou encore plus du coup donner leur expression? Parce que on voit jamais ça. Vous pourriez avoir à travailler avec ces objets-là. Maintenant, savoir ça par cœur, non, je pense pas. Je pense pas que Au niveau de l'écrit, je vois pas en fait une question comme ça. Est-ce que c'est déjà tombé? Ah oui, oui, un problème où le potentiel vecteur intervient, c'est parfaitement possible, oui. Ah oui, oui. Ok. Oui. Oui, il faut vraiment savoir que B dérive d'un Oui, le potentiel savoir, vecteur. oui. Oui, connaître cette expression par cœur, non. En même temps, celle-là, oui, d'accord. Il faut savoir comment calculer le potentiel créé par une distribution de charge. Il suffit de savoir E moins grave de V, c'est bon. Oui, enfin, si vous connaissez E comme ça, oui, enfin, et donc vous retrouvez V qui vaut ça. Oui, d'accord. Le problème, c'est que si vous savez ça, d'aller trouver le potentiel vecteur, d'aller trouver que le rotationnel de ça donne ça, c'est un peu moins trivial. Tandis que de le regarder comme ça, de voir qu'en fait, ça, c'est la même expression de ça, avec juste ρ des taux remplacé par J des taux, et puis évidemment, sur 4pi epsilon 0, remplacé par mu0 sur 4pi, comme toujours. Voilà.
C'est facile. En fait, ça y est, vous savez l'expression du potentiel vecteur. Alors ça, c'est dans une jauge particulière qui s'appelle... Je pense quand même qu'il faut que vous sachiez faut que vous connaissiez la jauge de Coulomb et la jauge de Lorentz. Ça, on peut vous le demander. Et... Oui, allez-y. Non, enfin, c'est une question qui n'a pas de rapport. Ah, d'accord. Alors, parce que quand on va faire l'électromagnétisme dépendant du temps, on va, surtout quand on travaille sur les ondes électromagnétiques, en général, il est assez pratique de se placer dans une autre jauge, la jauge de Lorentz, qui impose une condition justement dépendante du temps. Alors, juste, et après je prends votre question, ça, on l'appelle on appelle jauge de Coulomb. Je pense qu'il faut que vous sachiez ça. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle jauge de Coulomb? C'est une jauge où vous imposez que la divergence de A soit égale à 0. C'est un nombre, c'est un scalaire, un champ scalaire. Voilà. Donc ça, c'est un choix de jauge particulier. Et ça se voit là sur cette expression que cette expression correspond bien à div de A égale 0, parce que div de J égale 0. Div de A, c'est la somme triple de div de J, fois tout ça. Ah non, attendez, je dis une bêtise. Ah non, non, c'est pas si évident, parce que dans la divergence, il va y avoir ça aussi. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, en fait. Donc, oui, c'est pas si immédiat que ça, parce que si vous prenez la divergence de ça, il faut faire attention ici qu'il y a un truc aussi qui dépend de la position. Donc, bon. Néanmoins, ceci est vrai. Je voulais faire le lien direct avec div de J égale 0 pour passer au non stationnaire, mais je reviendrai après. Alors, je prends votre question. Oui, donc tout ce qu'on a écrit, en particulier que div de E c'est égal à ρ sur tiré de 0, c'est valable seulement si ρ est constant? Oui, on est en statique, absolument. Oui. On pourrait être en statique, on pourrait avoir une distribution de charge non homogène. Ah, non homogène. Ah oui, si, ça c'est... Si, ρ de R. Ok. Ah oui. Ah oui, constant dans l'espace, oui. Oui. Homogène, oui. Enfin, donc oui, non, c'est pas nécessairement homogène ou uniforme, non. Par contre, ça dépend pas du temps. C'est stationnaire dans ce point de sens-là. Bon, ça c'est une jauge possible, et on verra la jauge de Lorentz un peu plus tard. Ok. Alors, oui. Si c'est en stationnaire, je suis d'accord. Et sauf qu'en haut du tableau, et là, je me dis, soit j'ai dû palpitant ou un nez, soit je dois. Mais il est marqué statique. Et là, en statique, pour moi, J égale 0, il n'y a pas de point de charge. Non, d'accord. Alors, j'avais effectivement expliqué ça au tout début. Ce qu'on appelle la magnétostatique, c'est des courants statiques. Donc, évidemment, il y a un mouvement de charge, mais le courant ne dépend pas du temps. Donc là, il y a un J de R, mais pas de T. C'est stationnaire. Ouais, on appelle ça la magnétostatique, mais effectivement, j'avais fait la remarque au départ parce que c'est piégeant. Oui, c'est pas statique. Non, il n'y a pas de souci, c'est bien de le rappeler. Et donc, magnétostatique, c'est courant permanent. Mais évidemment, il y a des choses qui bougent. Ok. Bon, vous aviez tout ça en tête? Vous êtes prêts? Alors, est-ce qu'on fait les dipôles ou est-ce qu'on fait tout de suite l'induction? Peut-être l'induction tout de suite pendant qu'on est lancé. Alors, bon, il faudrait beaucoup d'heures pour introduire ça proprement. Je vais être obligé d'aller un peu droit au but, quitte à perdre un petit peu certains liens logiques. Je vous fais remarquer, bon, je les ai effacés maintenant, je vais juste remettre les équations Maxwell. Rho de égale 0, div de égale ρ sur epsilon 0, rho de B égale mu 0J, div de B égale 0, et puis donc E égale moins gradient de B, et B égale ρ de A,
étant entendu que ça, c'est pareil que ça, et ça, c'est pareil que ça. Vous êtes dans le cas où il n'y a pas de champ B, là? Si, on est dans le cas où on est statique. Oui, en régime permanent. Alors, 3-2, c'est pas vraiment DD sur DD. Non, c'est permanent, il n'y a pas de dérivé. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ce qui est et donc, on le voit aussi sous la forme, si je réécris ici Coulomb et ici Biot et Savart, ce que vous voyez, c'est que vous avez d'un côté le champ E, de l'autre côté le champ B, et puis il n'y a pas de lien entre les deux. Donc il y a l'électrostatique et la magnétostatique. On ne parle pas d'électromagnétostatique. Parce qu'en fait, c'est vraiment deux secteurs séparés. L'électrostatique, des charges qui créent un champ E, et les charges par elles-mêmes ne créent pas un champ B. Inversement, vous avez la magnétostatique, des courants qui créent un champ B, et le courant lui-même ne crée pas un champ E. D'accord ? Oui ? Mais ça veut dire qu'il peut y avoir une distance d'un champ E sans champ B. Mais s'il y a un champ B, il existe forcément un champ E. Non. Si vous avez un courant qui tourne dans un fil, il y a un courant qui tourne, mais le fil il est neutre, il n'y a pas d'excès de charge. Rho égale 0 partout. Si vous avez une spire de courant, il n'y a pas de champ E. Alors vous allez me dire, il faut un champ E pour mettre en mouvement un courant. D'accord, mais mettons que vous mettiez du courant. Vous mettez du courant dans un supraconducteur, après vous coupez, une fois que ça tourne, d'accord ? Et là, c'est neutre, il n'y a pas de champ E. Champ E égale 0, et le champ B, il vaut ce qu'il vaut. Donc ce sont deux secteurs séparés. Les charges créent un champ E, les courants créent un champ B, et ce sont deux aspects du monde qui ne se connaissent pas. C'est une question? Oui. Ouais, je suis désolé, mais Non. j'ai vraiment pas compris ce principe de... On a des charges qui bougent pour avoir un champ B. La charge, elle crée un champ E, mais quand il y a des charges qui bougent, il n'y a plus de champ E. Non, parce que dans un courant, si vous avez un courant, alors évidemment, c'est pour ça que l'expression de Biot et Savart, c'est toujours V, je l'avais également précisé à l'époque, mais IDL vectoriel PM sur PMQ, d'accord? Voilà, c'est toujours, vous considérez toujours un circuit fermé. Pour que la distribution de courant soit permanente, il faut que ce soit fermé, parce que il faut pouvoir amener des charges. Enfin, les charges bougent, donc les charges qui partent là, si elles ne sont pas remplacées par quelque chose qui arrive, c'est pas permanent. C'est pas vous avez des charges qui se déplacent, qui vont ailleurs. Et vous avez un truc permanent. Le courant est permanent, c'est-à-dire que c'est bouclé sur soi-même. Tout ce qui part est remplacé par quelque chose qui vient. Donc, quand vous avez dans un circuit électrique comme ça, du courant qui passe, ça n'empêche pas que il ne reste pas moins vrai que la matière est neutre. C'est-à-dire, en chaque point, vous avez, typiquement, ce sont les électrons qui se déplacent, eh bien, vous avez le substrat métallique, par exemple un fil de cuivre, avec des ions positifs, et des électrons qui se déplacent dessus. Mais quand il y a un électron qui part là, il y en a un autre qui arrive. Ça reste neutre. Vous voyez ce que je veux dire? La matière est neutre. La charge, le ρ, c'est-à-dire dQ sur dτ, dans chaque petit volume élémentaire, la charge est nulle. Il y a des électrons libres et des ions pas libres. Eh bien, très bien. Ça veut dire qu'en fait, les champs sont pas fonctionnels. Oui, si vous voulez, oui. Dans lui-même, l'électron crée un champ qui est compensé par la charge positive qui est là au même endroit. un champ du sens oppositif. Rho égale 0. En chaque point, ρ égale 0. Alors, évidemment, c'est le champ mésoscopique, c'est-à-dire quand ne serait-ce que pour définir une densité de charge, il faut prendre un petit volume où il y en a plein, comme ça s'il y en a une qui part, enfin ce qui compte c'est la moyenne. Mais en moyenne c'est 0. Ouais. Je comprends pas pourquoi dans l'équation max de l'ampère, la route de D, là, Ouais. du coup on n'a pas le deuxième terme. Ouais, parce qu'on est en statique. Parce qu'on est en statique. Pourquoi? C'est quoi déjà que l'exacteur n'a pas le Rien dépend du temps. Rien dépend du temps. Donc ça c'est vraiment l'électrostatique, la magnétostatique. Vous avez deux secteurs indépendants. Le secteur du champ E créé
par des distributions de charge, et le secteur du champ B créé par des distributions de courant. Et il n'y a pas de lien entre les deux, parce que voilà, les équations sont ce qu'elles sont, c'est ce qu'on a vu. Et c'est vrai, vous pouvez effectivement avoir un champ E sans avoir de champ B. Vous mettez les plaques d'un condensateur, il n'y a pas de champ E. Inversement, vous pouvez avoir un champ B sans avoir de champ E, vous faites tourner un courant dans une spire, il n'y a pas de champ E, il y a un champ B. Alors, néanmoins, et c'est un petit peu ce qui vous gêne, j'ai l'impression, et c'est très bien, quelque part. Néanmoins, effectivement, le courant n'est pas indépendant des charges. Le courant, c'est un mouvement de charge. Mais, donc, les charges créent un champ E, les mouvements de charge créent un champ B. Mais le mouvement, ça ne veut rien dire, le mouvement. C'est relatif, le mouvement. Dire qu'une charge se déplace, ça veut dire quoi? Elle se déplace par rapport à quelque chose, mais par rapport à elle-même, elle ne se déplace pas. Donc... C'est rien. Oui. Vous aviez du coup commencé le cours comme ça en disant que les champs E et D, ils dépendaient de l'endroit où on les observait. Ils dépendent du référentiel, du coup. Parce qu'effectivement, si je suis dans un référentiel où j'ai pas de courant, j'ai juste des charges, j'ai une distribution de charges, ρ, ou même des charges individuelles, j'ai un Q là, un Q1, Q2, Q3, voilà, au repos. Dans mon référentiel, parce que repos ça veut rien dire. Donc dans le référentiel où elles sont au repos, ces charges créent un champ E, évidemment ne créent pas de champ B. Si je me mets dans un référentiel, même galiléen, je fais un changement de référentiel galiléen, je vais à vitesse constante par rapport au plan du tableau ici, et là d'un seul coup j'ai 3 charges qui se déplacent. J'ai un courant maintenant. J'ai un courant, donc j'ai un champ B. Donc dans un référentiel, j'ai pas de champ B, dans l'autre référentiel, j'ai un champ B. Donc en fait, ces champs qui appartiennent à des secteurs différents, de la façon dont c'est écrit là, en réalité, ils ont quand même un lien qui est lié au fait qu'un courant, c'est une charge qui se déplace malgré tout. Et que se déplacer, ça dépend du référentiel. Donc, quand je passe d'un référentiel à un autre, un champ E pur peut devenir un champ B. Donc, mais néanmoins, la force doit être la même. F égale QE plus QV vectoriel B. Quand je passe d'un référentiel galiléen à un autre, les forces ne changent pas. Donc la force ne doit pas changer, mais les champs vont changer. Oui, en même temps, c'est normal, puisque V va changer si je passe d'un référentiel à un autre. Donc le fait que j'ai une force qui dépend de la vitesse me dit que la force, si les champs ne changeaient pas, la force changerait, puisque V change si je change de référentiel. Donc tout ça se tient, bien sûr. Sauf que, si on regarde les équations de Maxwell, elles ne sont pas invariantes par changement de référentiel galiléen. C'est là où on s'aperçoit qu'il faut faire un autre type de changement de référentiel pour garder l'invariance par changement de référentiel des lois de l'électromagnétisme. C'est comme ça qu'on tombe sur la transformation de Lorentz, etc., et la relativité. Enfin, c'est une approche possible. Donc, je ne vais pas faire ça tout de suite. Néanmoins, vous pouvez tout de suite, vous pouvez noter que dans l'approximation classique, c'est-à-dire si on croit à la relativité galiléenne, c'est-à-dire au fait qu'il y a un temps absolu, quand je passe d'un référentiel à un autre, V devient V'. Je fais un changement de référentiel galiléen. V' qui vaut V plus V0, la vitesse du référentiel R par rapport au référentiel R', en l'occurrence. D'accord? Et donc, vous voyez que la force devient QE donc plus QV'. Alors, E', donc maintenant je suis dans le référentiel R'. F', c'est QE' plus QV' vectoriel B'. Et donc ça me fait QE' plus QV vectoriel B' plus QV0 vectoriel B'. Et ça doit être égal à ça. Et ça doit être égal à ça, puisque F' est égal à F, j'ai juste changé de référentiel galiléen. Si c'est non galiléen, il faut rajouter des forces d'inertie, mais c'est pas le cas là. Donc cette force, c'est celle-là. Donc ça doit être égal à ça. Et donc, c'est très simple, j'identifie que... Alors, la partie avec B, c'est la partie où il y a la vitesse, qui dépend de la vitesse. Si V égale 0, il n'y a pas de force. Et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle le champ E. Donc, je réécris les termes qui ne dépendent pas de la vitesse comme étant
Oui, et donc ça doit être égal à ça. Donc ça, c'est QE plus QV vectoriel B. Enfin, c'est ça, j'ai juste je l'ai réécrit en rouge. Enfin, ça égale ça. Donc je peux identifier ça égale ça. Donc je peux identifier que E', pardon, oui, ça. E', c'est, pardon, E, c'est E' plus V0 vectoriel B. Ce V0, en fait, je l'ai pris à l'envers, j'aurais dû écrire V, c'est V' plus V0, avec V0, la vitesse de R' par rapport à R, tel que je l'ai écrit là, ça c'est la vitesse de R par rapport à R'. Enfin, peu importe. Donc, j'ai ça, vectoriel B', je l'identifie ici, et puis j'ai par ailleurs B plus B'. Donc voilà comment se transforment les champs quand je passe d'un référentiel galiléen à un autre en adoptant les lois de transformation galiléenne, c'est-à-dire la loi de composition des vitesses additives. D'accord ? Sauf que, donc voilà. Alors ça, c'est vrai au premier ordre en V sur C, tant que les vitesses sont petites devant la vitesse de la lumière, c'est pas loin d'être vrai ça. Alors, quand je dis c'est pas loin, c'est très 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 près d'être vrai, hein. Tant que V est vraiment petit devant C, évidemment, la vitesse de la lumière est tellement grande, pour des vitesses ordinaires, c'est quasi parfaitement vrai. Ça, tant que ça c'est vrai, mais le truc c'est que ça c'est pas vraiment vrai. Et on le voit dans l'électromagnétisme que ça peut pas être vraiment vrai, si je puis dire, parce que si vous prenez l'expérience de pensée, mais enfin on peut aussi la faire, imaginez, vous avez un aimant et vous avez un électron qui se balade là-dedans. Dans le référentiel de l'aimant, le référentiel du tableau, il y a un champ B, l'électron a une certaine vitesse, et par conséquent, il va subir une force QV vectorielle B. Il n'y a pas de champ E. Un aimant, ça ne produit pas un champ E, on est d'accord. Mais ça produit un champ B, et donc QV vectorielle B, alors si V est par là, le champ il va être comme ça. Donc ici, disons, il est orienté par là. Oui, alors je vais le mettre. Bon, enfin bref. Je vais plutôt mettre. Oui, avant, trop tard. Oui, ici. Là, on a un champ B comme ça. Donc V vectoriel B, ça va tourner comme ça. Il va y avoir une force ici. F égale. Ah oui, non, mais sauf que ça va être dans l'autre sens, puisque Q est négatif. Enfin bon, peu importe. Ce que je vais vous montrer, c'est que il y a un champ magnétique, l'électron a une vitesse, il est donc dévié. Regardons la même situation maintenant dans le référentiel de l'électron. Alors l'électron, il est au repos. Mais il doit être dévié. Enfin, il va devoir se mettre en mouvement. Mais comment il peut se mettre en mouvement? Puisqu'il est au repos. La force, c'est ça. S'il est au repos, il n'y a pas de force magnétique. Donc, il faut qu'il y ait un champ E. La seule façon de comprendre cette expérience toute bête où il y a un électron qui se déplace dans un champ magnétique et qui est donc dévié, la seule façon de comprendre cette expérience toute bête dans le référentiel de l'électron, où il a par définition une vitesse nulle, c'est que dans son référentiel, ce champ B soit devenu un champ E. C'est ce qu'on voit ici. Dans un autre référentiel, le champ B crée un champ E. Même s'il y avait E' égale 0, il y a quand même un champ E, qui au premier ordre, en V sur C, c'est V0 vectoriel B. Mais,
Mais dans le référentiel de l'électron, il faut quand même que les lois de la physique soient les mêmes, si on prend le principe de relativité toujours. Donc les équations de Maxwell, elles doivent être là. Si ça c'est vrai dans ce référentiel-là, ça c'est vrai dans ce référentiel-là. Mais comment? Et donc il faut qu'il y ait un champ E. Et qu'est-ce qui va créer le champ E? La seule façon de créer le champ E ici, c'est des charges. Mais il n'y a pas de distribution de charges là. Il n'y a pas d'excès de charge associé à l'aimant. C'est le mouvement relatif de l'aimant par rapport à l'électron. Oui, mais ça ne crée pas des charges. Donc ces lois, elles sont forcément fausses. Alors elles ont un domaine de validité. D'où? Ouais, dites. Donc en fait, ce qui se passe, alors maintenant on connaît la réponse, donc je vous la donne, mais on va la voir via le phénomène de l'induction. Le truc, c'est que dans le référentiel de l'électron, là, attention, l'aimant, lui, il se déplace. Et donc le champ B créé par cet aimant, il dépend du temps en un point donné maintenant. Là, il est constant, il est permanent dans le temps, parce que l'aimant ne bouge pas, donc il vaut ce qu'il vaut, il vaut des choses différentes à différents endroits, mais au cours du temps, il ne bouge pas. Donc là, on est en magnétostatique. Mais ici, le champ B, en un point donné, dépend du temps maintenant. Et c'est donc la dépendance, puisque d'accord, l'aimant se déplace. Et c'est donc la dépendance du champ B en fonction du temps, dans le référentiel d'électrons, qui doit créer d'une façon ou d'une autre un champ E. La variation du champ B doit créer un champ E, puisqu'il n'y a qu'un champ E qui soit capable de mettre en mouvement l'électron ici. Et il doit l'être, puisque si on regarde cette situation dans l'autre référentiel, il est évident que E est défléchi, donc il ne garde pas sa vitesse. Dans ce référentiel-là, V est modifié, donc dans ce référentiel-là, V doit aussi être modifié. Pour modifier un V qui vaut 0, il n'y a que la force électrique. Donc il doit y avoir un champ E. Or, en statique, ce qu'on a vu, c'est que la seule façon de faire un champ E, c'est d'avoir des charges. Eh bien donc ça, c'est pas vrai. Il y a donc une autre façon de faire un champ E, liée à la variation de B dans le temps. Vous voyez le truc? Allez-y. Non, mais Non. Ça, c'est incompatible avec la relativité. Ouais. Même galiléenne. Enfin, non, galiléenne. Mais même non galiléenne en l'occurrence, puisque il faut pour, pardon, je juste finir cette phrase, oui, il faut que, dans la mesure où ce qu'on voit comme un champ E et ce qu'on voit comme un champ B dépend du référentiel, puisque dans l'expression de la force, il y a la vitesse et que la vitesse dépend du référentiel, donc ce qui est E et ce qui est B doit dépendre du référentiel. Or, ici, il n'y a rien qui permet de ça. Alors, oui. Quand on résout la partie ça peut résoudre avec la statique. On prend en fait le champ qui est créé. Oui, non, là, oui, c'est une vraie question, mais E ne s'influence pas lui-même. Donc, ok, effectivement, E en se déplaçant va créer des champs par ailleurs, mais qui ne va pas influer sur lui-même. C'est un problème qu'on avait déjà soulevé, soit dit en passant, quand on avait regardé la force qu'une charge Q exerce sur une autre charge Q placée ailleurs, qui est en 1 sur 4 pi R2, si R tend vers 0, ça diverge. Donc, mais par symétrie, une charge ne peut pas s'influer elle-même, ne peut pas se pousser dans une direction plutôt qu'une autre. Donc, certes, le déplacement de la charge E va par ailleurs créer un champ, mais qui ne va pas modifier son mouvement R. Il reste là. Oui. Alors, dans ce que vous avez dit, j'ai compris que une charge, ça crée un champ E, que la charge, c'est pas le seul moyen de créer un champ E. Quand on a une variation
de B. de B, ça crée aussi un champ E. Manifestement, ça doit faire. Ouais. Mais vous avez dit parce qu'il n'y a pas de charge, mais il y a quand même bien un... S'il y a une variation de B, c'est qu'il y a un mouvement. Le mouvement, c'est le mouvement de quoi? C'est de l'électron. Donc il y a bien un moment où on a une charge... Non, non, dans le référentiel de l'électron, l'électron ne bouge pas. Enfin, dans son référentiel galiléen instantané, à l'instant T Ouais. qu'on considère, il a une vitesse nulle, c'est son référentiel. Ok. Ce qu'on voit, c'est que... Et dans ce référentiel-là, il y a des charges nulle part. Un aimant, c'est pas chargé. Il n'y a pas de charge. Mais il y a un champ B. En fait, l'électron, le fait qu'il ne soit pas de la même charge que tout le reste de son environnement, est-ce que d'un point de vue relatif, c'est pas une charge je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non. Si. Alors, moi, je peux dire, en gros, l'électron il est chargé depuis son référentiel, mais dans un autre, il a une charge. Donc, Oui, mais tu il ne crée passes en un profondeur. Oui, lui, il crée un champ E, ça, il crée un champ E là, il crée un champ E là. Mais ce champ E là, on ne va pas le mettre en mouvement, lui. Ouais, ok. Donc, de toute façon, il doit y avoir un champ E qui le met en mouvement, puisqu'on sait qu'il sa vitesse doit changer. Puisque si on décrit la situation dans ce référentiel-là, on voit que sa vitesse change. Donc, sa vitesse change, et puis il n'y a pas de doute, sa vitesse change. Un électron dans un aimant, à côté d'un aimant, ça dévie. Donc là aussi, sa vitesse doit changer. Et c'est pas lié à son propre champ. Mais en fait, le fait qu'il y ait un mouvement, on n'est plus en électrostatique. On n'est plus en statique. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que les autres. quand on n'est plus en statique, il doit y avoir autre chose. Et cette autre chose doit être telle que, du coup, une variation du champ B, parce que c'est tout ce que voit E, c'est une variation du champ B. Le champ B lui-même, il peut valoir ce qu'il veut. Comme V égale 0, ça ne fera pas changer sa vitesse. Donc, lui, il doit avoir un champ E, or, tout ce qu'il voit, c'est une variation du champ B. Donc, puisque c'est la seule chose qui se passe dans ce référentiel-là. Il y a un champ B qui dépend du temps. Donc, ça veut dire que la variation du champ B doit produire un champ E. Ouais. Mais en fait, le seul cas dans lequel, en fin de compte, on a utilisé l'électrostatique ou la magnétostatique, c'est soit le cas du condensateur simple, qui Ouais. bouge pas et on perd une charge, Ouais. soit le cas d'un aimant simple qui bouge pas et puis une charge aussi qui a une vitesse. Mais c'est les deux seuls cas où on peut l'utiliser. Magnétostatique. Oui, alors un aimant ou bien une bobine avec du courant qui passe dedans. D'accord, une bobine. Enfin, ça fait un aimant, si vous voulez, mais un électroaimant. Si on a un aimant qui est aussi la source d'un champ électrique. Un aimant qui a un excès de charge sur lui. Exactement. Oui, c'est possible. Ce serait, alors, en fait, quand on mélange les deux, Mais oui, parce que si vous avez juste un aimant permanent avec des charges constantes, enfin permanentes dessus, ben ça va créer un champ E du fait du rond qu'il y a dessus et un champ B du fait que c'est un dipôle. On n'a pas encore fait les dipôles, on va le voir, mais ça restera indépendant, ça sera créé par le même corps, mais de toute façon indépendante. Donc en statique, les deux secteurs sont séparés, mais on voit bien par une simple analyse qu'en réalité, en changeant de référentiel, on voit bien qu'un champ E doit devenir un champ B, ça c'est juste l'évidence, et on voit que si on croit au temps universel et donc à cette loi de composition des vitesses, alors fatalement, la transformation, elle doit être comme ça. Sauf que ça, ce n'est plus conforme aux équations qu'on a écrites ici de la statique, puisque la seule façon en statique de créer un champ E, c'est d'avoir une distribution de charge. Or là, il n'y a pas de distribution de charge, et pourtant, il y a manifestement un champ E, puisqu'il y a une force, alors que B égale 0. Oui. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le champ B ne varie pas en fonction de référentiel utilisé en section. Pourquoi B égale B'? Ah bah, encore une fois, au premier ordre, Physiquement, je veux dire, pourquoi E changerait et pas B? bah, vous le voyez ici, parce que cette nouvelle force, ça c'est la nouvelle force, elle doit être égale à l'ancienne. Et donc, vous voyez que la partie qui dépend de V, c'est la force magnétique, la composante magnétique. Vous voyez que pour qu'elle ne change pas, il faut que le nouveau B soit le même que l'ancien. Je pense que je suis berné par le fait de savoir Qu'en fait, si. les deux variantes ensemble. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais ceci dit, quand V est petit devant C,
ça, c'est vrai à la 20e décimale. Enfin, je veux dire, donc, c'est vrai qu'en gros, B, c'est le même. Sauf si vraiment vous mettez dans un référentiel qui va à la vitesse de la lumière ou presque. Donc, mais ouais. Ah bon? Pas en fonction du référentiel des films. Peu importe la vitesse du visage. Vous faites référence à quoi? Au film magnétique. Oui. Mais c'est-à-dire, ouais, je sais pas de quoi il est. Je suis pas sûr de voir à quoi vous faites référence. Donc, le champ magnétique créé par la Terre, Ouais. si vous mettez dans un autre référentiel, il va varier avec les vraies lois de transformation. Donc si vous mettez dans un référentiel qui a une vitesse faible, par rapport à la vitesse de la lumière, ça va être quasiment le même, mais si vous mettez dans un référentiel qui va à la vitesse de la lumière ou presque, bah, il va être sérieusement affecté. Ouais. C'est juste une petite question de logistique, il reste 30 minutes, je ne sais pas si on peut faire un exo ou quelque chose. D'accord. On va peut-être... donc on va terminer l'induction et ça nous permettra de faire des exos. Je suis pas sûr qu'on puisse en faire aujourd'hui, on va voir. Mais vendredi. On se voit vendredi, hein, on a dit. Non. Non, pas vendredi. Ah non, on se voit pas vendredi. Ah oui, c'est ça, oui. On se voit demain. D'accord, ah oui, bon. On va attendre 6 heures. Non, demain c'est chimie all day long. Ah, demain c'est fou. Ok, alors. Donc une variation de champ B doit créer un champ E. Mais ça, en fait, donc c'est quelque chose qui a été découvert expérimentalement, bien avant qu'on ait établi les équations de Maxwell, même statiques, que j'ai écrites ici. Donc le grand nom, c'est Faraday. Michael Faraday, génie parmi les génies, qui donc s'aperçoit qu'on peut créer un courant en faisant effectivement varier un champ B. Alors il y a plusieurs expériences qu'on peut faire. Par exemple, vous avez une spire métallique, une spire conductrice, et vous amenez un aimant. Vous faites bouger un aimant par rapport à la spire. Et qu'est-ce qu'on constate? Il y a un courant qui apparaît. Donc vous avez un bout de circuit fait d'un conducteur, vous déplacez un aimant dans son voisinage et il apparaît un courant. Autre possibilité, vous déplacez un fil de fer dans un champ magnétique et un courant qui apparaît. Alors vous me direz, c'est juste la même chose vu dans un autre référentiel, c'est normal. Mais enfin, on le vérifie expérimentalement. Si vous déplacez un fil dans une région où il y a un champ magnétique non homogène, s'il est homogène, ça ne change rien. Mais, enfin, idem, enfin, courant. J'ai commencé une phrase que je n'ai pas terminée, je sais plus. Si vous déplacez un fil électrique dans un champ homogène, ça ne fait rien. Si le champ est inhomogène, alors ça fait quelque chose. Oui. C'est quoi un champ homogène? Qui est le même en chaque point de l'espace. C'est qui se passe aussi par la
Bah, Ah oui, dans un condensateur. Il n'y a pas de fil de fer dans un condensateur. ah bah si. Enfin, pour un condensateur, c'est le champ E. Hein. Là, je parle quand je dis... là, je parle du champ B. Un champ magnétique. Un champ magnétique homogène, par exemple dans un solénoïde. Ah oui, solénoïde en film à l'intérieur. Voilà, les lignes de champ, elles sont comme ça dedans. Après, dehors, ça revient comme ça ça reboucle comme un dipôle loin, mais enfin, tant que vous êtes là, le champ. Et là, si là-dedans, vous déplacez une spire, rien du tout. Si la courbure elle est très grande, peut-être qu'on peut considérer que c'est droit aussi. Le champ E, Ouais. le champ B. En fait, je pense au champ magnétique de la Terre, je me demande si... Oui, non, mais un champ B homogène sur une certaine fraction d'espace, c'est parfaitement possible. Hein. Mais même vous prenez un aimant sympathique, là, un truc comme ça, là, un gros truc, là, dans cette région-là, le champ est quasi constant. Hein. Si ça c'est le pôle nord et ça c'est le pôle sud, vous avez les lignes de champ qui font ça, quoi, grosso modo, hein, c'est pareil. Hein. Puis là, ça fait un peu des effets de bord. Non, un champ homogène, c'est parfaitement possible. Bon, il faut que j'aille vite. Il y a plein d'expériences qu'on peut faire qui montrent que quand vous avez un champ B qui varie, effectivement, il y a un courant induit. Et pour qu'il y ait un courant induit, c'est ce qu'on vient de dire juste avant, il faut qu'il y ait un champ E. Donc il y a forcément un champ E qui est associé à la variation du champ B. Alors, les expériences de Faraday ont permis de montrer, et c'est vraiment remarquable, que, in fine, ce qui se passe, c'est que ce qui compte, c'est pas que le champ B varie, c'est que le flux du champ B à travers le circuit varie. Et donc, Faraday identifie que l'élément clé, c'est le flux phi égale somme de B scalaire BS à travers une surface qui s'appuie sur le circuit. Alors le circuit, quand on dit circuit, on pense tout de suite à un circuit électrique au sens où on a mis des résistances, des condensateurs, un générateur, etc. Là, je parle juste d'un fil de fer, quoi. Un truc conducteur. Il n'y a pas de générateur dedans, mais néanmoins il y a un courant qui apparaît. Donc ça veut dire qu'il y a un simili-générateur qui apparaît. Il y a un champ électrique qui se met en place, comme s'il y avait eu un générateur. Je mesure un courant, et pourtant j'ai pas mis de générateur. Donc ça veut dire que la variation du flux de B à travers le circuit fait apparaître un générateur, fait apparaître un champ électrique. Et donc il apparaît une force électromotrice. Donc la variation de phi, donc ça c'est le flux de B à travers une surface s'appuyant sur la spire. Et la spire, elle n'est pas forcément circulaire, d'accord? C'est un truc, c'est un fil de fer. Donc la variation de phi fait apparaître, induit une force électromotrice. Alors vous savez que le terme force électromotrice est très mauvais, hein, c'est pas une force. Hein. C'est le E d'un générateur, hein, c'est lié. Alors, c'est la circulation du champ le long de la courbe, mais c'est lié à un champ E. Donc, fait apparaître une force électromotrice E égale moins dφ sur dt. Donc, on pourrait parler 2 heures pour voir comment ça a été finalement établi, comment on peut s'apercevoir avec différentes expériences que tout ce qui compte, c'est effectivement juste le flux, etc. J'ai pas le temps, je vous balance ça s'appelle la loi de Faraday. C'est une pure merveille, parce qu'elle contient en fait la clé de l'électromagnétisme dépendant du temps, cette fois. Donc dans cette loi-là, il y a... Oui, surface.
Une surface fermée. Ah oui, une surface s'appuyant sur la spire. Ok, merci. Pardon. J'ai plus de mal à écrire avec ça qu'avec des craies, je trouve. Peut-être. Ouais, enfin bon, voilà. Je peux l'expliquer. Ok. Alors, ouais, très bien. Alors, donc tout se passe comme s'il apparaissait un générateur. Mais où il apparaît ce générateur? En fait, il est réparti un petit peu partout. C'est quoi une force électromotrice? Donc ça, c'est des volts. Hein. Et donc ça, c'est bien la circulation d'un champ E. En fait, ce E-là, c'est la circulation sur tout le circuit d'un champ électromoteur induit DF. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. La première chose à dire, c'est que cette définition du flux, elle a l'air imprécise. Parce que je dis c'est le flux de B à travers une surface qui s'appuie sur la spire. Mais laquelle? Alors laquelle? Yes. Et pourquoi? Parce qu'il y a le théorème de Kowarski qui dit que à toutes les surfaces appuyant sur la... Ça équivaut à pareil. Oui. Ok. Alors, la réponse est peu importe. Parce que quelle que soit la surface psi qu'on choisit, dès lors qu'elle s'appuie sur la même surface, sur la même courbe gamma, ça va donner la même chose. Ça donne la même chose parce que le flux de B à travers toute surface fermée est égal à 0. Parce que div de B égale 0. D'accord? Parce que ça, c'est équivalent par Green-Ostrogatsky, ça c'est la somme triple de div de B des taux qui doit donc être égal à 0, et donc div de B égale 0. Ou dans l'autre sens, puisque div de B égale 0, on a ça, et donc si je prends deux surfaces, une première qui s'appuie là, sigma 1, puis une autre qui s'appuie là, ou même qui passe par-dessous et qui revient, enfin une autre, si elle est orientée dans le même sens, le flux sortant de cette surface fermée constituée de sigma 1 union sigma 2, le flux sortant des deux, c'est 0. Et donc, si chacune est orientée en conformité avec l'orientation de gamma, il y en a une qui est vers l'extérieur, enfin elles sont toutes les deux dans le même sens, donc il y en a une qui est vers l'extérieur et l'autre qui est vers l'intérieur. Et la somme des deux fait 0. Donc la somme des deux, l'une vers l'intérieur, l'une vers l'extérieur, pardon. Oui, je reprends. Je vais faire comme ça. Il y en a une première par là et l'autre par là. Sigma 1 comme ça, sigma 2 par là. Si je fais la somme double sur sigma 1 union sigma 2, mais je fais scalaire ds sortant, ça doit faire 0. D'accord? Or ça, c'est somme double sur sigma 1 orienté comme il faut de B scalaire ds moins somme double sur sigma 2 orienté comme il faut de B scalaire ds. Puisque si j'oriente sigma conformément à l'orientation de gamma, elles sont toutes les deux orientées dans le même sens, quoi. Donc par rapport au flux sortant de B, il y en a une qui sort et l'autre qui rentre. Donc il y en a une qui apparaît avec le sigma. L'une ou l'autre, peu importe. Ça dépend le choix d'orientation que vous avez pris. Mais dans tous les cas, du coup, le flux à travers sigma 1 et le flux à travers sigma 2 est le même, puisque leur différence est nulle. Donc effectivement, puisque div de B égale 0, ceci est bien défini.
puisque ça ne dépend pas de sigma, mais il faut que ce soit orienté en conformité avec gamma. Si on l'oriente dans l'autre sens, évidemment, il faut mettre un signe plus ici, à moins qu'on oriente aussi gamma dans l'autre sens. Donc tout ça est bien cohérent. Vous choisissez une orientation dans votre spire. Le courant, lui, il va tourner dans le sens dans un sens qui ne dépend pas de votre choix d'orientation. Si vous orientez dans ce sens-là et que le courant va effectivement dans ce sens-là, vous allez avoir ça qui est positif et ça qui est négatif. Si vous orientez dans l'autre sens, vous aurez ça qui est négatif et ça qui est négatif. Je sais plus ce que j'ai dit, chacun change de son. Voilà. Donc, première remarque, ça a l'air dépendre de la surface, mais ça ne dépend pas de la surface, ça ne dépend que de gamma. Mais ça dépend de l'orientation de gamma. Si je choisis de l'orienter dans l'autre sens, alors je change l'orientation conforme de ds, et donc le phi va devenir moins phi. Donc l'orientation est importante. Le flux du champ B à travers une surface qui s'appuie sur un circuit peut être une chose ou son opposé suivant le choix d'orientation du circuit. Mais le E que vous allez obtenir, c'est le E que vous mettez dans le circuit orienté de la même façon. Donc si vous changez l'orientation du circuit, vous allez changer phi en moins phi, donc vous allez changer dφ sur dt en moins dφ sur dt, donc vous allez changer moins dφ sur dt en plus dφ sur dt, et donc vous allez changer E en moins E. Donc si vous changez l'orientation, phi change de signe et E change de signe. Mais au bout du compte, dans votre circuit, le E équivalent que vous mettez, si vous avez orienté le circuit comme ça, le E il est comme ça. Si vous avez orienté le même circuit dans l'autre sens, il faut mettre le E dans le même sens que l'orientation du circuit. J'ai l'impression que je ne suis pas super clair, je m'en excuse. Tout ça pour dire que quand vous dites j'ai une force électromotrice induite parce que j'ai une variation du flux, vous avez la valeur de cette force électromotrice. Mais dans quel sens elle pousse les électrons dans le circuit? Alors, le E que vous obtenez à partir d'un phi orienté dans une certaine direction, enfin, d'un phi correspondant à une orientation dans une certaine direction, doit être imposé dans la même direction. Il ne faut pas changer d'orientation du fil en cours de route. Donc vous avez le choix, vous avez un certain circuit, vous l'orientez dans la direction que vous voulez, vous regardez comment varie le flux du champ B à travers ce circuit orienté comme ça, vous obtenez un E, moins dφ sur dt, et vous collez le E dans ce circuit-là. Orienté de la même façon. Vous ne changez pas l'orientation au cours de route. Ça va de soi, mais c'est bien de le dire. Parce qu'il faut facilement se tromper. Alors, donc ça c'est la première chose. Ça a l'air pas clair, mais en fait ça l'est. Deuxièmement, il faut bien respecter les orientations de la surface conformes à l'orientation du circuit et mettre le E également conformément à la même orientation. Troisième chose, vous avez ici ce qu'on appelle la loi de Lenz, c'est-à-dire je pense que vous connaissez tous la loi de Lenz, c'est la loi qui dit que les effets induits tendent à s'opposer à ce qui les a induits. Je vais peut-être dire une petite chose avant. Ouais, si. Ok. Donc, je prends une spire circulaire, par exemple. Je l'oriente. Comment vous l'orientez? Ça, c'est le devant. Donc, on tourne comme ça ou on tourne comme ça? Là, je mets vers le bas ou vers le haut? Vers le bas. Ok. Donc, s'orienter comme ça. Donc, comment est orientée la surface? Comme ça, là, vers la droite. Ça tourne. Voilà, ça va vers la droite. DS est comme ça. Ok? C'est ça que j'appelle en conformité avec. C'est très important parce que sinon on se trompe de signe. Donc, mettons que j'ai un aimant comme ça. Alors, je vais mettre le nord ici et le sud là, par exemple. Si
si j'approche l'aimant de la spire, j'approche l'aimant de la spire, que se passe-t-il? Le flux de B à travers la spire, c'est-à-dire à travers n'importe quelle surface qui s'appuie sur la spire orientée conformément, etc. Phi, ça augmente ou ça diminue? D'accord, hein, parce que le champ B ici, ça me fait des lignes de champ comme ça. Et le champ est plus important ici que là. Si je l'approche, j'augmente la valeur du champ qui traverse la spire. Donc, si j'approche l'aimant, j'ai phi qui augmente. Oui? Si on retournait l'aimant et qu'on approchait le pôle sud, qu'est-ce qui se passerait? Le champ, le flux est négatif et décroît. Pardon, le flux est négatif et augmente en valeur absolue, donc décroît. On décroît, donc on aurait moins de champ. On aurait un flux plus petit. On va le faire. Sud, nord. Le champ, là, il fait ça, le champ. Il augmente en valeur absolue, absolument. D'accord, le champ, il fait comme ça. Les lignes de champ sont plus resserrées là. Plus en valeur absolue du champ, enfin, la norme du champ est plus grande ici que là. Si je l'approche, j'augmente la valeur du champ, mais le flux de B à travers ds, c'est B scalaire ds, il est négatif. Donc là, c'est phi négatif et phi décroît. Là, j'ai phi positif et phi qui croît. D'accord? Il croît en valeur absolue, donc il décroît puisqu'il est négatif. Alors, je reprends ici. Donc, phi augmente. Très bien. Si phi augmente... Je suis en train de me poser une question. À chaque fois que vous faites un rond, pareil, c'est tout le temps un flux ou parfois c'est une intégrale Non. Ça, c'est la lettre phi. Ouais. Et ça, c'est une intégrale fermée. Non, mais là, par exemple. Là, c'est une intégrale fermée. C'est l'intégrale de E scalaire de... Oh, bah quand même! Ouais, non, mais je sens que mon cours, du coup, j'ai dû... Là, je l'ai bien fait, mais je me dis qu'il y a des... Ouais, non. Je vais regarder. Ouais. S'il y a un Oui, je l'approche toujours. Non, pas aujourd'hui. Bon, j'aurais peut-être dû finir ça avant de passer là, mais j'ai répondu à la question, mais on va faire les deux en parallèle du coup. Ok, donc je reprends en haut. L'aimant s'approche, le flux de B est positif, mais il varie et il augmente. Comme il augmente, il apparaît une force électromotrice E qui vaut moins dφ sur dt, donc qui est, comme phi augmente dφ sur dt est positif, donc E est négatif. Mais est négatif par rapport à cette orientation-là. Donc en fait, il apparaît une force électromotrice qui est la circulation d'un champ. Donc le champ le long du fil ici est orienté comme ça. Dans les exercices de sélection, on orientait, on symbolisait le champ par un générateur dont la flèche suivait notre orientation et que c'était sa valeur qui était négative. Absolument, c'est ça. Donc le E, il est comme ça. C'est ça qui vous perturbe? Parce que Quand on a dit on oriente le champ, du coup, on va à l'inverse de notre orientation. Non, parce que ça, c'est le vrai champ physique. Là, il n'y a pas de convention. Le champ, il va par là. Le vecteur champ, il est comme ça. Mais si ça vous gêne... Non, on va le faire en deux temps. Peut-être que c'est perturbant. Mais le champ est comme ça, justement parce que E, orienté dans le même sens que le circuit, est négatif. Donc, en fait, le courant va tourner comme ça.
Et puis je trouve que ça n'a pas de sens, ça pose un peu plus, parce que c'est pas... Alors en fait, ça a un sens quand même. Ça a un sens quand même, parce qu'il y a bien en chaque point où il y a les électrons, il faut bien les mettre en mouvement. Donc il y a un champ. Oui, mais ce serait le champ, justement, grand G, pas petit E. Enfin, en fait... Alors, c'est grand E s'il n'y a pas d'autre champ, mais si par ailleurs il y a une charge qui est là plantée tranquillement et qui crée un champ, il faudra l'ajouter. Il y a celui-là plus l'autre. Donc là, je mets juste le champ associé à la variation du champ D. Mais c'est un peu arbitraire le découpage, mais enfin, physiquement c'est clair. Pour représenter petit E, je ne comprends pas... Je comprends pas non plus la notation avec petit E, avec la flèche là. Ça Oui. Quand j'ai représenté la force, c'était plus... Enfin, moi, je comprends mieux que c'est une force, mais là, en fait, c'est le fait de traiter ce champ électro-induit, enfin ce champ électromoteur induit, c'est le fait de le traiter comme une force électromotrice qui nous oblige à faire ça. Dans un circuit électrique, je sais pas, R, C, enfin, bon, vous avez un circuit électrique, vous mettez E ici, c'est ça que ça veut dire. Vous mettez un certain générateur qui met en mouvement des charges. Alors, la différence, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu perturbant, la différence c'est que là, il n'y a pas un endroit où on met un générateur, c'est partout, sur l'ensemble du fil, on met les charges en mouvement. Et c'est pour ça que j'ai pris ça comme ça. Ce E-là, il est réparti le long du fil. Alors exactement comment, c'est pas clair, mais en fait, peu importe, puisque ça, c'est un truc vrai en général. De toute façon, moins la variation de dφ sur dt, ça va être égal à la circulation du champ E. Et on n'a accès que à ça, en fait. Comment ça se répartit en chaque point ? C'est pas clair, d'autant que dans le fil, dès qu'il y a une charge qui commence à se déplacer, du coup, elle-même fait se déplacer les autres. Enfin, voilà. Mais intégralement, ça donne ça. Ça, c'est une loi de la physique constatée. Mais du coup, eux, on dessine toujours dans le sens des charges, mais après, Oui. derrière, des fois positif et des fois négatif, mais on se met toujours dans le sens des charges. Pas dans le sens des charges, dans le sens de l'orientation. De l'orientation du courant. Exactement, c'est ça le point clé. On choisit une orientation de la spire, Ouais, et derrière, eux, forcément. et E, ce sera ça. Et après, derrière, on peut voir s'il est positif ou négatif. Voilà, en fonction de- voilà. Et là, en l'occurrence, Oui. il est négatif. Donc, en fait, ça va faire circuler un courant comme ça. D'accord, et de l'autre côté, il sera positif du coup dans la pression. Alors, en fait, je pense qu'il va être négatif aussi. On va voir tout de suite. Parce que... Ah oui, si. Attendez. Oui, bien sûr, ça va être dans l'autre sens. Vous avez... Voilà. Alors, donc, faisons-le. Là, phi diminue. Donc, E égale moins dφ sur dt est positif, effectivement. Et donc là, ce qui va se passer électriquement dans cet élément-là de circuit, ça va être comme si j'avais mis un E ici positif, et donc ça va faire circuler un courant comme ça. Alors on ne voit plus rien sur mon schéma. Mais j'en pose une question. C'est que si par exemple, de base, on avait décidé de mettre le courant dans l'autre sens, du coup S serait dans l'autre sens, mais le champ E serait toujours négatif dans le premier cas et toujours positif dans le second, et il serait cette fois-ci par contre de sens opposé, non? Non, c'est ça le point clé. Parce que je vois pas où... Ouais, on va le faire, regardez. Donc, la même situation avec l'autre orientation. Sud, nord, j'ai ma spire, comme ça, et je décide de l'orienter comme ça maintenant. C'est ça. Hein? Alors, et j'approche l'aimant toujours. Donc, alors voilà, c'est ça, exactement. DS est dans l'autre sens maintenant. Et donc, Ah oui, parce qu'il y a ça. Ok, d'accord. D'accord. je le finis juste pour les autres. Donc, phi, c'est toujours B scalaire ds, mais sur sigma, orienté en conformité avec l'autre orientation. Donc maintenant, le ds est dans l'autre sens, et donc ce B là, il est de signe opposé. Donc maintenant, lui, il est négatif, et il décroît. Et donc E égale moins dφ sur dt, parce que phi décroît E est positif, et on retrouve bien effectivement que le E équivalent, alors je le mets là, je pourrais le mettre n'importe où en réalité, donc c'est réparti tout du long du fil, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait tourner le courant par là,
positif par là, la même chose que là, donc c'est indépendant de notre choix, mais il faut être cohérent du début à la fin. Oui. Ça me fait un peu penser au condensateur là, quand on choisissait un signe de la charge et que c'est ça. Ok, du coup il y a dans les Vous pouvez faire le choix que vous voulez, mais il faut s'y tenir. Ben, parfois je crois qu'il y avait des choses qui pouvaient nous arranger ou pas se trimballer un mois. Ce sera pareil, on nous le donne dans l'énoncé quand la circulation, c'est à nous de choisir et... Oui, vous choisissez. Ah, oui. De toute façon, c'est moins défi sur DT, donc si vous avez lui qui est positif, lui sera négatif, donc ça dépend de lequel vous voulez positif ou négatif. Et puis en plus, vous pouvez avoir un exercice où là, on vous met le ressort, l'aimant au bout d'un ressort qui va osciller, et donc un coup il sera positif, un coup il sera négatif, et vous allez avoir un courant alternatif. Si vous faites osciller l'aimant comme ça, vous allez faire un courant alternatif là-dedans. Ça peut être un exercice sympa. Il y a une convention qui dit que quand c'est orienté vers là, le nord c'est positif, ou il n'y a pas du tout de convention, mais on fait ce qu'on veut. Non, on fait ce qu'on veut. Ce qui est sûr, c'est que le champ sort du pôle nord et va au pôle sud. Ah, ok. Ah ouais. Ok. C'est pour ça que le pôle nord terrestre est en fait le pôle sud magnétique. Bon, alors, on reprend et on va essayer quand même de clore un petit peu tout ça. Alors, oui, la loi de Lenz. Donc, je termine sur la loi de Lenz, parce que tout ça, c'est pour ça. Donc, ce qui est important, c'est que je modifie le flux à travers un circuit, donc il apparaît une force électromotrice, donc il apparaît un courant. Ce courant va créer un champ B. Le courant dans un circuit crée un champ B. Quel champ B va créer ce courant qui vient d'apparaître? Si I tourne comme ça, vous voyez qu'il crée un champ B comme ça. Je ne sais pas si on l'a fait en détail, le champ créé par une spire, mais... Ouais. En tout cas, un courant qui tourne comme ça crée un champ B par là. Donc, la variation du flux crée une force électromotrice qui crée un courant, qui crée un champ. Ce nouveau champ, il s'ajoute au champ qu'il y avait avant, le champ de l'aimant. Et alors la loi de Lenz fait simplement le constat que compte tenu de cette loi et de ce signe-moi, en fait, le champ qui est créé par le courant induit vient s'opposer à la variation de flux responsable du courant. On va le faire doucement. C'est dans l'autre sens. J'amène l'aimant. Je vais prendre cette orientation-là. J'ai augmenté le flux. Donc le flux varie, donc il y a une force électromotrice, donc il y a un courant, et ce courant crée un champ B. Calculons le flux du nouveau champ B, du champ B induit, à travers le circuit. Le champ B induit, on a dit qu'il était comme ça. À travers le circuit, si je fais B scalaire ds, il est négatif. D'accord? Flux de B induit scalaire ds à travers le même circuit, hein, orienté de la même façon, je ne change pas autour de moi. Le flux du champ B induit est négatif. C'est ce qu'on voit. Et donc vous voyez que la cause de ce champ B induit, c'est qu'il y a un courant induit parce qu'il y a une force électromotrice induite, parce qu'il y a le flux qui avait augmenté. Donc ce champ B qui est dû à une augmentation du flux a un flux négatif. Donc tend à diminuer le flux dont l'augmentation est sa propre cause. L'augmentation du flux de B crée un champ B induit qui diminue le flux, qui essaye de s'opposer à ce qu'il a généré. Ce qu'il a généré, c'est l'augmentation du flux, et bien le champ produit, il diminue un petit peu le flux. Ça diminue le courant aussi. Donc, non, le courant il est là, mais le courant crée un champ qui diminue le flux. Oui, mais vu que le courant il est dû au flux, si le flux diminue... Oui.
Mais Ça fait la poule. Oui. est-ce que c'est possible du coup d'avoir une sorte de fil qu'on fait tomber un nylon Ouais. et du coup avec le champ qui crée puis le champ qui induit faire rebondir l'aimant en fait. Alors, vous allez sur YouTube et vous regardez ces merveilleuses expériences, pas sur ma chaîne. Non, non. Vous voyez des expériences extraordinaires où ils font tomber des aimants. Dans des tuyaux, là. Ouais. Alors oui, ça je pourrais vous le faire. Ah oui, tiens, je vous le ferai mardi. Je sais pas quand on se voit, mardi prochain, je sais pas. On le fera. Mais vous avez un aimant qui tombe au-dessus d'une plaque métallique. Et effectivement, l'aimant en tombant, à travers, vous tracez virtuellement un cercle sur la plaque métallique, ça vous fait un circuit, elle est métallique, donc c'est conducteur. Et donc, à travers cette spire-là, quand l'aimant approche, le flux du champ B augmente brutalement, donc ça fait un fort courant qui crée un champ qui s'oppose, et vous allez voir que l'aimant peut être considérablement ralenti. Alors, il ne peut pas remonter, parce que pour remonter, C'est vrai que ce soit supérieur. il faudrait que ce soit supérieur, mais si c'était supérieur, il n'y aurait plus rien pour le produire, donc c'est pas possible. C'est-à-dire, ce champ induit, il vient du fait que ça augmente. Si ça cesse d'augmenter, il y aura plus ce champ-là. Hein. Mais la loi de Lenz dit ça, et elle y dit à ceci moins. Le champ B résultant de tous les effets induits vient s'opposer à la cause de ça. Et là, c'est pareil. Ici, ça allait dans l'autre sens. Si vous regardez donc, si vous approchez le pôle sud, vous avez donc un courant qui va tourner comme ça. Le courant qui tourne comme ça, à travers votre orientation. Pourquoi c'est comme ça? Ah oui, non, d'accord. Donc ce courant I va créer cette fois un champ B par là, et B scalaire S là est positif, donc ça crée un flux positif. Or ce qu'il a généré, c'est la diminution du flux. Donc ça limite la diminution du flux. Le champ induit limite la diminution. Je n'ai pas compris comment vous avez construit le B1. Comment j'ai construit Le vecteur B1, B induit. Alors, phi augmente. Donc E négatif dans cette orientation-là, donc I va par là. Si I va par là, le champ créé par une spire de courant, le courant tourne comme ça, c'est un champ comme ça. Un champ qui traverse là. Ouais, on ne l'a pas refait, mais... Ah bah vous calculez, c'est Biot et ça va, hein. Vous faites mu0 sur 4pi, somme de l'idéal vectoriel PN sur PN carré, PMQ, et vous allez trouver que le champ créé par une spire, alors on n'a pas fait de dipôle, donc si ça tourne comme ça, vous allez voir que le champ, ça fait un champ dipolaire, enfin si vous êtes un peu loin, ça fait un champ dipolaire. Parce que en fait, c'est avec la loi de Lenz, vous l'avez déduit directement, on peut l'écrire comme si on veut le démontrer. Oui, il faut admettre que quand le courant tourne comme ça fait un champ qui va par là. Mais ça se calcule, enfin on aurait dû le faire, mais on n'a pas le temps. Est-ce qu'on pourra écrire peut-être un autre jour, mais la loi de Lenz en mots? Oui, oui. Ouais, ouais. Bon. Ok, et de ça, c'est l'heure, c'est ça? Juste un mot pour écrire l'équation de Lorentz qui va avec, parce que ça y est, c'est fini. E égale moins dφ sur dt. Donc, on a... Je le réécris là. Je vous promets qu'il y aura un peu plus de ce tableau-là. Vous les marquez quoi? Hein? Je veux trouver la loi de l'équation de Maxwell associée. Voilà, c'est ça. Ça, c'est moins dφ sur dt, c'est-à-dire moins somme double sur sigma qui s'appuie sur machin de b scalaire ds. D'accord? Et
Stokes ampère, ça, c'est somme double de Roth de ce champ électromoteur, hein. Scalaire dl. Pardon, scalaire ds. La circulation de E, c'est le flux de son rotationnel. Et donc vous voyez que la loi de Faraday, E égale moins dφ sur dt, implique que le flux du rotationnel de E, c'est le flux de moins dB sur dt, et ceci est vrai à travers n'importe quelle surface, donc le rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. C'est effectivement ce qu'on appelle la loi de Maxwell-Faraday, puisque c'est celle qui est directement la traduction locale de la loi de Faraday. La loi de Faraday, c'est l'expression intégrale, de même qu'on a vu le théorème de Gauss, etc. Et donc, vous voyez comment se modifie la relation ρ de B égale 0 quand B varie, et on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, ça devait être comme ça. En regardant la situation d'un référentiel à un autre, on voit que nécessairement la variation de B doit créer un champ E, lequel, celui-là, enfin, comment ça influe, comme ça, c'est la traduction directe de la loi de Faraday. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait en plus des champs électrostatiques par ailleurs, dont le rotationnel vaut 0. Donc, ça, si vous voulez dire que c'est le rotationnel du champ total ou juste du champ électro-induit, du champ induit, c'est vrai quand même, hein, puisque ça plus un champ dont le rotationnel vaut 0, c'est-à-dire un champ électrostatique, ça sera toujours moins dB sur dt. Donc c'est vrai pour la partie induite, mais c'est vrai en général, puisque les autres champs, ceux qui sont statiques, ont un rotationnel nul, donc on peut les ajouter sans problème, ça ne modifiera pas l'équation. Bon allez, on s'arrête là. J'ai l'impression qu'il y a un autre cours, c'est pas vous derrière? Non, Et vous avez quoi là? Sinon, je sais ce que vous avez. Hein. Ok.